Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, mon nom est Christian Noumi. Donc, je suis notre dossier recherche et évaluation au Centre des compétences futures. Je vais vous accueillir aujourd'hui au webinaire d'aujourd'hui sur la promotion de l'inclusion à prendre avec les collectivités noires au Canada. Cette séance fait partie de nos efforts visant à savoir comment nous pouvons bâtir un écosystème inclusif et diversifié et accueillant pour les communautés noires. Je vais passer à travers l'ordre du jour. Donc, euh, je vais faire la reconnaissance des terres et vous présenter nos conférenciers. Ce webinaire est prévu pour 1 heure environ et c'est l'Institut Diversité Institute qui établira le terrain pour nos discussions. Par la suite, nous aurons donc une discussion approfondie quant au sujet du jour. Puis, il y aura une période de questions-réponses et nous ferons donc la clôture avec certaines remarques. Donc, avant de passer à questions administratives, voudrais reconnaître le territoire, étant donné que le CTF est hôte ici. Cette reconnaissance est précise à Toronto. Cependant, j'aimerais que vous reconnaissiez les terres précises sur lesquelles vous vous trouvez. Donc, le Centre des compétences futures reconnaît que Toronto est situé sur les territoires autochtones traditionnels actuels qui comprennent les Hurons-Wendat, les Anishinabés, les Haudenosaunee, les Mississauga du New Credit. Les traités concernant ces territoires comprennent le pacte de la ceinture Wampum faisant référence au concept du bol à une seule cuillère, une entente entre la Confédération iroquoise, les Ojibwe et les nations alliées visant à partager pacifiquement et à protéger les ressources autour des Grands Lacs, ainsi que les traités du Haut-Canada. Maintenant, quelques remarques techniques. Cette séance sera enregistrée. Donc, une copie de l'enregistrement sera mise à votre disposition dans les jours à venir. Sur la barre d'outils, vous trouverez donc une case Q&A, questions-réponses. Donc, euh, au bas de l'écran, vous trouverez donc des écrans en français ou en anglais. Et vous pouvez aussi utiliser la fonction d'interprétation à votre aise, à votre goût. Par ailleurs, vous pouvez vous joindre à nous également le 10 juin 2025 pour le groupe d'apprentissage par les pairs sur la promotion de l'inclusion. Laissez-moi vous présenter nos panélistes. Nancy Mitchell est directrice recherche projets spéciaux Diversity Institute. Nancy fera sa présentation dans un instant. Laura McDonough, qui est directrice associée de la mobilisation des connaissances CCF, sera également avec nous. Elle sera l'animatrice du panel mettant de l'avant nos partenaires euh, que nous finançons. André McDonald, directeur programme élite pour les jeunes noirs, Université de l'Alberta, et Kofi Hope, PDG et cofondateur Monumental. Maintenant, il me fait plaisir de céder la parole à Nancy Mitchell. Allez, à vous la parole. Remarquable, merci. Je vais donc partager mon écran. Merci donc de votre présentation. Je suis ravie d'être ici pour parler de notre rapport, sur la situation économique des personnes noires, des données qualitatives et quantitatives quant aux expériences des personnes noires. Il s'agit de l'éducation de la petite enfance jusqu'au postsecondaire, jusqu'à l'emploi, au rôle de leadership et l'entrepreneuriat aussi. Et là-dessus, également, je vais vous parler de nos efforts d'apprentissage intégré. Cependant, je sais que le 10 juin, il y aura une autre séance et ma collègue Lauren Williams sera là pour en parler davantage. Je n'ai que 10 à 20 minutes. J'essaierai donc de vous donner autant d'informations que possible. Alors, j'ai éliminé certaines des diapos de ma présentation pour ce faire, mais la présentation qu'on vous enverra sera complète.
Donc, je vais vous parler un peu de la Diversity Institute qui a été fondée en 99, qui fait de la recherche sur l'équité, l'inclusion et la diversité dans le marché du travail en mettant l'accent sur divers rapports et nous prenons ces apprentissages pour appuyer les organismes, les clients, pour développer des stratégies d'inclusion. Car nous voulons toujours faire vivre les résultats de la recherche, que ce soit utilisé par les organismes, les opportunités d'apprentissage et ainsi de suite. Quelques mots sur cette publication, le rapport sur la situation économique des personnes noires de 2025, disponible en anglais et en français. C'est important parce que les données ne sont pas toujours disponibles et ventilées afin de comprendre l'expérience des communautés noires. Même lorsqu'elles le sont, ce n'est pas toujours accessible. Moi, je vais vous dire tout de suite, je ne suis pas une analyste des données. Donc, lorsque moi je présente des données, il faut que ce soit compréhensible et tangible pour les gens qui ne connaissent pas la théorie de la progression et ainsi de suite. Le rapport traite de l'éducation, de l'emploi, du leadership et de l'esprit d'entreprise, d'entrepreneuriat, ainsi que des occasions de changement. Et cela utilise les ressources du Diversity Institute et de Statistique Canada pour avoir une idée qualitative et quantitative de l'expérience vécue. Et bon, on met l'accent sur l'expérience des communautés noires. Il s'agit aussi de comprendre que la communauté noire n'est pas homogène, évidemment. Quelques mots sur notre travail pour le contextualiser. Donc, dans la compréhension de l'expérience des Noirs, nous avons travaillé avec le Forum permanent des personnes d'ascendance africaine à Genève, avec les Nations unies, pour comprendre les expériences des personnes noires, ainsi que des femmes noires sur le marché du travail. Et nous avons fait 2 séances sur la ressac mondiale relatif à l'EDI et nous avons aussi fait une séance pour mettre en lumière les conclusions de l'étude sur la situation économique des personnes noires. Alors maintenant, laissez-moi vous parler des disparités en la matière. Je vais dépeindre une image assez claire. Cependant, je ne vais pas vous présenter les personnes noires comme étant en déficit ou les communautés comme étant déficitaires. Donc, j'ai donc, écrans. Donc, je prends des données de l'autre écran. Il y a des positifs. D'abord, la communauté noire est vraiment robuste et doit doubler entre maintenant et 2041. Et la population noire, l'âge médian est plus jeune. Donc, l'âge est de médian de 30 ans, tandis que la population d'ensemble est à 41 ans. Et c'est important, alors que nous parlons de trouver des opportunités, des apprentissages pour les jeunes noirs. Nous voyons que la population des jeunes noirs est plus importante que la population des jeunes en général. Il y a des positifs lorsqu'on parle de l'éducation. Les Canadiens noirs affichent maintenant des taux d'obtention de diplômes universitaires comparables à ceux de la population générale, 56,3 de ces jeunes étant titulaires d'un diplôme d'études postsecondaires en 2021. Donc, c'est formidable, on a fait des progrès. Ce que je dirais, c'est que l'appui des jeunes noirs commence dès le départ en éducation. Il est important de parler des types de programmes d'études que l'on offre aux jeunes noirs. Vous verrez, lorsque je passe à l'emploi, si nous socialisons les jeunes noirs pour leur offrir toutes ces occasions dans l'industrie, cela peut se traduire par les types d'emplois dans lesquels ils s'imaginent ou dans lesquels ils veulent se diriger. Il est important d'avoir un programme d'études important et honnête quant à l'esclavage, le racisme anti-noir, etc., mais aussi en mettant de l'avant les réalisations extraordinaires des personnes noires au Canada et comment ils ont contribué à la société. Et il est important aussi d'avoir des éducateurs noirs. Lorsque je parle de notre programme, par exemple, Study Buddy, donc, et aussi de l'appariement des tuteurs noirs ou des enseignants noirs avec des jeunes noirs, parce que il y a une augmentation de 13 de participation à l'enseignement postsecondaire dans ces cas-là, et ça réduit de 29 la probabilité de décrocher au secondaire. Et donc, c'est extrêmement important. Donc, du point de vue euh, de, de l'intervention des intervenants, des éducateurs et de la société en général. Je veux donc parler du parcours professionnel inclusif et des aides d'ensemble. Donc, lorsqu'on parle
de l'éducation à l'emploi, passer de l'éducation à l'emploi. Lorsque nous avons lancé cette séance, au début, nous avons parlé des obstacles structurels. Lorsque l'on regarde comment, quel est le parcours des jeunes noirs de l'éducation à l'emploi, il s'agit de voir comment on peut faciliter l'ensemble. Par exemple, la garde d'enfants, l'accès à la technologie, le soutien financier, soutien à la santé mentale, orientation professionnelle, coaching, mise en réseau, etc. Et lorsque je parle de la collecte de données, ce n'est que par une collecte des données robustes et désagrégées que l'on peut en comprendre quels sont les obstacles pour les jeunes noirs afin que l'on comprenne comment donc les surmonter, comment les faire tomber pour que les jeunes, eux aussi, comprennent quels sont les parcours, l'éducation, quelles sont les opportunités qui s'ouvrent à eux et comment donc agir là-dessus. C'est pourquoi il faut donc avoir ces bonnes données. Donc, je parlerai brièvement de cela, mais notre programme Study Buddy, donc accompagnement aux études, il s'agit d'offrir des tuteurs, pour les élèves noirs et les élèves autochtones. Donc, ces tuteurs peuvent euh, éclairer les occasions de leadership. C'est quelqu'un qui est quand même aux études et qui est plus âgé quand même et qui peut aider aussi à comprendre la transition au milieu de travail. Et lorsqu'on parle de l'enseignement, donc des technologies, etc., cela peut permettre aux participants de comprendre ce que ça pourrait vouloir dire de travailler dans la communication, la technologie, l'informatique. Et cela nous permet d'agir afin que les jeunes comprennent l'ensemble du spectre disponible quant à l'emploi et ne soient pas uniquement limités. Alors, voici l'emploi ici. Et ça, c'est un graphique qui provient de Statistique Canada. Les pourcentages sont vraiment assez fins, assez limités parce qu'il y avait une longue liste de secteurs, en fait, d'occupations dans l'industrie, mais la plupart des travailleurs noirs travaillent dans la santé et l'industrie manufacturière et les services publics et ils sont sous-représentés dans les fonctions de gestion. Donc, formidable. Si on veut se lancer en santé, c'est une bonne occasion de carrière, mais lorsqu'on revient à la question d'éducation, il faut veiller à ce que les jeunes noirs aient l'opportunité leur permettant d'aller dans des divers secteurs. Et lorsque l'on euh, éclaire ces données à la lumière du rapport sur la situation économique des personnes noires de 2025. On peut voir comment on peut agir. Et lorsqu'on parle, par exemple, de la scission entre les genres, dès la plus tendre enfance, on voit comment les jeunes filles donc peuvent moins se diriger dans les sciences, les technologies, etc., parce que c'est une question d'auto-exclusion et on veut éviter cela pour les jeunes personnes noires. La discrimination est toujours vivante au travail, on le sait. Et dans le rapport 2025, on le voit bien. Nous avons aussi de l'information sur les données relatives aux femmes noires qui n'apparaissent pas ici, mais ici, on voit en général que 7% des Noirs interrogés, donc par le Diversity Institute, disent avoir été victimes de discrimination en milieu de travail. Il y a les microagressions, l'invalidation, même les réseaux informels qui n'existent pas pour les personnes noires. Donc, les réseaux qui sont fort importants, comme on le sait, en milieu de travail. Je regardais mon autre écran. Il y a une étude de 845 personnes qui a démontré que la moitié des répondants noirs ont vécu au moins une microagression, des commentaires comme «Oh, vous savez, je suis pas raciste, j'ai des amis noirs», etc. Donc, la discrimination existe toujours en milieu de travail, c'est difficile de la quantifier, mais la raison pour laquelle les données sont si importantes, c'est que j'imagine que, bon, on a tous et toutes, beaucoup d'entre nous vécu de telles choses, et lorsqu'on recueille les données, on peut vraiment mettre cela au clair et ça permet de vraiment relater les faits. Il y a quelque chose dans votre copie des diapos où il y a une ventilation par genre
Donc, où on voit que 38% des femmes noires et 30% des hommes noirs ont subi une discrimination fondée sur le sexe, et par rapport à 26% des femmes et 12% des hommes pour l'ensemble des répondants. Les femmes noires ont donc une plus grande, beaucoup plus haute euh, probabilité de vivre une discrimination fondée sur le sexe que dans l'ensemble de la population. Donc, c'est pourquoi les données sont importantes afin de dévoiler ce type de réalité. Parlons maintenant du leadership, donc des postes de dirigeants. Voici donc des données donc de 2024 des responsables. Ça vient de la responsable des diversités. On parle des gens qui sont dans les conseils d'administration et par rapport au pourcentage de la population. Les représentants du conseil d'administration, c'est en bleu, le vert, c'est la population. Vous verrez à Toronto, c'est quand même, l'écart est quand même moindre, mais si l'on regarde ailleurs, par exemple, donc à Ottawa, 7,6% de la population est noire, mais 4,9 seulement dans les conseils d'administration. Il y a d'autres données parmi les gens des organismes de l'indice SCP, TSX, 81%, 81,3% donc des conseils d'administration et 85,1% des équipes de dirigeants d'entreprise n'avaient pas de personnes noires. Donc, et ça, c'est important de comprendre à quel point dans le pipeline, l'éducation, le programme d'études, l'apprentissage intégré et les industries et les emplois possibles par la suite et les occasions de postes de direction. Ça, c'est important d'éclairer cela dans la programmation. Je conclurai sur l'entrepreneuriat et je vous donnerai une idée de ce qui pourra venir à l'avenir. Donc, mais simplement pour dire que nous voyons que les personnes noires créent des entreprises formidables qui renforcent l'économie au Canada, mais qui sont sous-représentées quand même aux occasions d'entrepreneuriat indépendant euh, par rapport à la population dans son ensemble. Et il y a d'autres expériences. Les entrepreneurs noirs tendent à être propriétaires de plus petites entreprises par rapport aux autres et ils sont 1,4 fois plus susceptibles, ils sont 1,4 fois moins susceptibles d'avoir 5 employés ou plus par rapport aux autres entreprises. Donc, les personnes noires tendent à avoir des petites entreprises et donc, c'est important de les aider à démarrer, donc à être des jeunes pousses et aussi de mettre à l'échelle, ce qui veut dire davantage de capital. Il y a toute une section là-dessus quant aux expériences de prêt, d'emprunt et l'expérience des personnes noires. Et je reviens encore une fois au pipeline au soutien des jeunes noirs. Les jeunes noirs doivent comprendre que c'est l'entrepreneuriat et comment s'y intégrer, comment y entrer, comment s'y intégrer par les différents apprentissages. Et il y a justement plusieurs programmes de soutien aux entrepreneurs noirs. Bon, je ne m'éterniserai pas ici, mais vous l'aurez dans vos diapos. Je vais conclure après, donc, la voie à suivre. Et il s'agit de dire qu'il y a des obstacles sociétals, organisationnels et individuels, mais cela veut dire aussi que l'occasion de changement se présente dans chacun. Lorsqu'on parle du niveau sociétal, les occasions, c'est les lois, les politiques publiques comme les garderies, les transports, en fait, les obstacles structuraux. Quant aux organisations, il s'agit d'éducation, d'organisation des entreprises elles-mêmes et comment elles peuvent appliquer une optique anti-discrimination. Donc, il ne faut pas oublier non plus le niveau individuel. C'est très important pour trouver les parcours et appuyer les jeunes. Et voici un outil d'évaluation. Ça existe dans toute la gamme des activités d'une entreprise.
to your culture and values and whether Black students feel like they belong, whether Black individuals feel a sense of belonging in their organization, across the value chain and the services you provide, your marketing, as well as the partnership and the philanthropic efforts that you engage in. So it's just to say that it doesn't exist in one bucket, it's throughout. And if you're looking for Donc, some kind of les capacity building possibilités existent dans resources, tous les niveaux de l'entreprise. I Et think si that vous was avez my besoin time. So de thanks me for having parler, me je and I'm suis là looking pour la forward to the discussion. rest of the discussion. Merci, Nancy. Thank you so much, Nancy. That was a great overview. Bon A aperçu. great baseline to introduce André our next McDonough, two speakers. I qui have the est honor of introducing Andre directeur du McDonough, programme élite pour les director jeunes of the noirs Elite Program for Black dans Youth les at the STEM University of de Alberta, and l'Université de Kofi Ho, l'Alberta, co-founder of Monumental. et Kofi Ho, And to get us started, I wanted to cofondateur just du give you programme each a couple of Monumental. minutes to talk about who you are, where you come from, the Bon, program je that vais vous donner you're quelques running, instants pour parler and to de just vos give us programmes. a little overview André, to kick off the panel. So I'm going to start with merci Andre, beaucoup. please. The floor is yours for 5 minutes, Andre. All right, wonderful. Thank you so Merci much, au Centre des Laura, compétences and futures. thank you as well Merci, Laura to Future Skills Center for organizing this et event, Nancy. and to Merci d'avoir lancé le Nancy, thank bal you so much. That avec was cette a great présentation presentation. formidable. Thoroughly enjoyed it. And to those who are online, thank you for joining us as well. So, as Laura mentioned, my Donc, je name is suis Andre André McDonald. I'm a McDonough. professor in the Department of Moi, Mechanical je travaillais en Engineering, ingénierie former associate vice mécanique president for strategic à research l'Université de initiatives l'Alberta. and performance here at the U of A. Donc, So, le programme Élite, Monumental apprentissage expérientiel de Learning and l'innovation, de la Innovation technologie et de Technology l'entrepreneuriat, Entrepreneurship Program est un programme is intégré pour les jeunes a noirs work-integrated entre training 15 program et for 22 Black ans. youth between the ages of 15 Nous and sommes situés 22. ici à Edmonton, We are located here in Edmonton, mais but nous we do attirons des attract internes et des interns and étudiants de partout au students Canada qui viennent from across à Canada Edmonton who will pour come to travailler Edmonton dans to l'industrie, work dans with l'université ou dans les agences industry, gouvernementales, academics, or with dans government les activités STEM, agencies that are focused on dans le STEM cadre de leur activities travail as basé a sur des part of their projets. project-based work. So the three elements of the Donc, program nous involve voulons faire de la included formation intégrée work-integrated au training travail, over a 35 semaines, 45-hour per week entre timeframe 16 between 8 et and 16 25 weeks semaines for pour les high school jeunes au students and secondaire undergraduate students as et au well. postsecondaire And par then la the suite. wraparound activities that we built into the Donc, program il y a une série de involve designs d'entrepreneuriat avec design l'Association series des in collaboration entrepreneurs with the noirs Black Business d'Edmonton, Mentors Association and où on Edmonton offre Unlimited. donc And we un provide design real-world design expérimental et aussi de la business to formation students. It's all expérientielle very aux experiential. jeunes And quant we look at aux giving them entreprises, opportunities on how to do comment donc customer calls, faire des how recherches de to marché, financer une finance a business, how to entreprise, create it, and then they do two faire or un plan three d'affaires, etc. presentations over an Nous 8-week period. reconnaissons, comme Nancy Because l'a we mentionné plus acknowledge tôt that, as dans Nancy ses remarques would have mentioned d'ouverture, as well in que her les jeunes opening noirs remarks, peuvent vivre that des obstacles, Black youth may mais face nous some voulons hurdles, prendre la but we chose want to du take point it de vue from de a la force. perspective of strength, Nous avons aussi une empowerment. série So de we also coaching dans le include a programme. wellness and coaching Le series professeur into the Sophie program Ioanni de la that is faculté led by d'éducation ici de Professor l'Université de Sophie l'Alberta Ioanni, mène le head of the programme Faculty of Education here at University of Alberta, pour travailler as a avec une équipe registered de clinical facilitateurs, psychologist facilitatrices that works with a team of en PhD, en facilitators in the programme de PhD doctorat, program or who are seeking their pour provisional appuyer license here in les jeunes Alberta to avec le support coaching et le youth counseling dans through toute l'échelle coaching and counseling across afin de both bâtir scale leur and really capacité looking at d'être working to des build mentors, their capacity to de be s'auto-prendre en mentors, to charge be également self-advocates, and to really et be able de travailler dans to les domaines prepare professionnels, de them for comprendre working in the tous les professional stress, field tous les and all the déclencheurs qui viennent avec stresses ça, and triggers that may come with that. But then also mais looking at it aussi par through the lens of building lentille des socio-emotional capacités capacity as well socio-émotives. for them. That is the Alors, approach of the program, and the main il y a emphasis aussi for us is the un paid programme de STEM-based travail dans les work-integrated STEAM training payés, supported by intégrés, industry donc, partners, academic où partners on who travaille par provide the exemple avec training, les as agences de well as santé de government l'Alberta et agencies ainsi like de suite. Alberta Health Depuis Services, 5 ans maintenant que and l'on travaille others. à ce Over programme, the past nous avons 5 été years capables since we've been working de on this recueillir à peu près program, 4 we've millions been de able dollars to pour secure about appuyer $4 les million salaires in funding et to la support formation des jeunes, salaries and ainsi que benefits des of leave, services de as soutien well as globaux, wraparound services, and have created over 300 et d'offrir jobs for youth 300 emplois through the dans le program programme and et la provided formation. work integrated Mais training nous avons as fait un well changement to them. contextuel But we récemment. have On made a nous a dit contextual qu'on doit shift commencer recently, tôt. and we have been told that we need to Et start ça early, revient and au this point de really again Nancy. aligns Nous with voulons Nancy's commencer à point. offrir So we've des camps actually looked at d'été starting to STEM work pour les jeunes entre providing la première et la STEM 9e summer année. camps
parce qu'on met l'accent dans notre programme sur les autres de la 10e année à l'université. Et cela a eu une réponse communautaire formidable. Nous avons été capables d'obtenir donc une subvention par l'Agence des sciences l'année passée. Nous avons été en mesure donc d'accueillir des jeunes donc 2 semaines dans des camps d'activités scientifiques pour les positionner pour le programme élite de l'avenir. Voilà. Donc, nous sommes heureux et ravis de travailler avec ces jeunes. Nous voulons aussi aborder la question des métiers des jeunes, les mécaniciens, les électriciens, etc. Et cet angle-là, on a eu la rétroaction de notre communauté là-dessus. On veut concevoir une nouvelle plateforme pour ces jeunes-là qui veulent travailler dans les métiers afin d'offrir davantage d'occasions et de diversifier les opportunités et les divers domaines. Et on a beaucoup d'expérience, donc ça va s'aligner sur le travail qu'on a fait auparavant. Et là-dessus, je cède la parole. Merci beaucoup, André. Maintenant, on va céder la parole à Kofi. Alors, Kofi Hope, je suis le dirigeant de Monumental. Nous sommes une firme de stratégie de consultation basée à Toronto. Nous faisons de la recherche, de la programmation, des processus de design. Et nous travaillons également sur des questions urbaines, internes, donc concernant l'équité et la diversité. On aide aussi les institutions à avoir plus d'impact. Je voulais aussi ajouter que pendant ma carrière, c'est passé aussi dans les services sociaux. J'avais créé le Centre C pour les jeunes professionnels noirs, qui est devenu l'organisation donc communautaire qui aide le plus, qui est la mieux connue, qui aide le plus de jeunes noirs au Canada. Et de là, je suis passée à Monumental pour avoir donc davantage d'impact et de solutions quant aux enjeux sociaux que nous vivons. Et Future Builds, c'est une partie du programme très intéressante qui suit l'idée du cycle de vie d'un programme monumental. Ça a commencé par les enjeux et par le travail de Monumental, nous avons fait beaucoup de développement réaliste. Donc, par exemple, nous avons fait du travail à Regent Park, c'est la communauté de logement public la plus importante au Canada, logements sociaux, qui a connu beaucoup de changements depuis 20 ans. Nous avons travaillé avec le développement Downsview à Toronto, qui regroupe 100 000 personnes, regroupera 100 000 personnes d'ici 30 ans. C'est une ville dans la ville, si vous voulez. Et nous travaillons avec CLC, qui a 400 acres de terre à Ottawa. Donc, nous travaillons de très près avec les industries de développement réaliste et immobilier. Et lorsqu'on est dans les salles, salles de conseil, d'administration, dans les firmes d'architectes, dans les bureaux de décideurs, il n'y a pas beaucoup de personnes racialisées et pratiquement aucun visage noir. Et lorsque on a commencé à travailler, à parler au Centre des compétences futures concernant cette question, on leur a dit, nous savons qu'il y a la recherche, par exemple, aux États-Unis, bon, et dans l'immobilier. Au Canada, il n'y a rien de cela. Nous avons une idée qu'il y a vraiment des lacunes là et nous avons des solutions à mettre de l'avant. Depuis les jours où j'étais à Seed, j'ai compris qu'il y avait des programmes d'incubation qui pouvaient être mis en place, mais nous voulions d'abord avoir les données pour savoir quel est l'enjeu, qu'est-ce qui est nécessaire. Et Seed nous a offert donc une subvention initiale pour démarrer. Nous avons commencé à travailler avec les professionnels dans l'espace de immobilier au Canada pour en arriver à un rapport et on a compris qu'il y avait une disparité massive dans le domaine au Canada et qui touchait donc les maisons où nous habitons, l'infrastructure de nos villes entières.
Et il y a aussi une confluence des faits qu'il y a une crise du logement au Canada, que les communautés racialisées et noires, de la manière la plus prononcée, sont les communautés les plus touchées et que les gens qui prennent les décisions quant à comment on doit répondre, comment on planifie donc nos voisinages, comment on fait la promotion immobilière ne sont pas des gens qui nous ressemblent. Donc, nous devons pouvoir être là pour non seulement concevoir la solution, mais y être du point de vue économique. C'est évidemment, lorsqu'on a fait la recherche, c'était un marché différent, mais c'est une industrie en croissance qui représente quand même des dizaines de milliards de dollars. Et si les personnes noires ne participent pas à l'industrie, ça les exclut de la possibilité d'accroître du patrimoine et de se développer dans la communauté. Donc, il y a trois domaines qui se sont dégagés comme étant des obstacles importants dans la promotion immobilière. D'abord, c'est les compétences techniques. Vous savez, la promotion immobilière, c'est comme une boîte noire. Comment est-ce qu'on fait ses affaires? Comment est-ce qu'on choisit les sites? Comment est-ce que tout ça part d'un site vacant à un condo? Bon, on ne parle pas tellement de cela dans les manuels. La relation entre les gens, l'acquisition du capital, la prise de risque en capital. Bon, il y avait une question de capital social, mais aussi de capital euh, financier qui s'ensuit. Et puis, ensuite, c'était donc cet accès financier. Nous avons donc conçu Future Bills pour répondre à ces trois questions-là pour les communautés donc racialisées principalement. Mais dans l'ensemble, on voit beaucoup de personnes noires y participer. Et dimanche passé, nous avons lancé notre prochain programme Future Build Next avec des jeunes dirigeants noirs partout dans la grande région de Toronto qui sont intéressés à résoudre la crise immobilière et qui veulent en savoir davantage sur le développement immobilier, mais aussi sur comment on développe des solutions de logement abordables pour répondre aux besoins des communautés noires. On a donc commencé avec un projet pilote. Donc, on a tenté de voir quelles étaient les occasions sur le marché et on s'est dit, c'est pas seulement un programme pour les agents de l'immobilier, la planification de services professionnels. Nous voyons aussi le créneau possible pour les gens qui pourraient diriger les projets de promotion immobilière. Et on a vu une occasion sur le marché. Parce qu'à moins d'être très bien nanti, si on veut se lancer donc dans la promotion immobilière, ce n'est pas un condo de 40 étages. Ce sera quelque chose de plus modeste, mais un point d'entrée accessible pour les personnes avec un certain, certaines sommes financières. Par exemple, vous avez un bungalow de quelqu'un de votre grand-mère qui, vous la donnez et vous pouvez détruire et commencer à bâtir un condo à 4 habitations, par exemple. Mais il y a maintenant des programmes au Canada qui rendent ce genre de choses plus faciles. Le développement moyen entre les immenses condos et les habitations uniques. Donc, ça, c'est un élément émergent dans l'immobilier au Canada. Ça marche pour toutes sortes de communautés. On va donc lancer ce programme d'incubation. Le programme pilote était très réussi. 65 des participants étaient noirs. Et cette année, Future Build a tout un écosystème de programmes. Nous avons un autre programme en ce moment où il y a 30 personnes qui veulent une formation et qui veulent travailler donc à cette boîte noire manquante pour être un entrepreneur en immobilier et comment aussi on peut éduquer les jeunes noirs pour la prochaine génération afin que ceux-ci comprennent comment on bâtit donc du logement abordable et pour pouvoir aider à nos communautés qui vivent le crise du logement de façon très grave. Donc, en octobre, on lancera Future Build XP, une expérience d'un jour entier comme un camp intense d'une journée
à Toronto. Mais peut-être que je m'arrêterai là, mais c'est là la programmation que nous avons à l'esprit. Je suis ravie de parler donc de ce mélange de mentorat, d'apprentissage, de résolution de problèmes, de coaching. Et dans notre prochain programme, nous prendrons une cohorte de jeunes leaders noirs à Halifax, de Toronto à Halifax, pour apprendre de ce réseau et voir comment les jeunes qui ont maintenant accès à des terres, des lots, peuvent vraiment mettre cela de l'avant pour leur communauté. Merci, Kofi. Un autre exemple de comment les choses peuvent changer, évoluer grâce à notre programme. Je voudrais que les gens utilisent la case questions-réponses Q&A pour poser leurs questions. Parlons des détails. Quels sont les éléments du programme Future Build et Elite le rendre réussi, leur permettre de voir le jour finalement et d'être donc en vigueur. Par ailleurs, pour André, les gens qui participent au programme Élite, comment donc ça se passe, les déplacements et l'habitation, le logement là-bas. Et quant à Future Build, quels sont les développements dans la région de Toronto, Kofi? Mais passons d'abord à André pour voir quels sont les éléments du programme qui sont les plus réussis. Alors, merci beaucoup de cette question. Je dirais que l'élément important du programme qui a le plus d'impact et comme vous pouvez vous attendre, c'est l'élément de travail, d'apprentissage au travail intégré payé. Parce que là, il s'agit d'un partenariat communautaire, industrie, gouvernement avec les internes qui font le travail dans ce projet, avec les autres et les autres eux-mêmes, les employeurs ou les agences. C'est symbiotique. L'autre obtient un avantage de l'expertise de certains jeunes noirs extrêmement brillants qui sont là pour aider, que ce soit pour l'IA, la manufacture, la programmation, le design. Il s'agit des jeunes de 16 et de 17 ans. Et les compagnies obtiennent cet avantage clair pour développer leur projet. Mais les jeunes ont encore plus d'avantages là, en tirent encore davantage parce qu'ils bâtissent leur CV et leur capacité après 2 à 4 mois de programme de travail, donc d'apprentissage au travail, basé sur des projets. Les étudiants semblent très confiants à la fin, la façon dont ils se présentent, dont ils s'expriment. Ils semblent être prêts à passer à la prochaine étape. Où se trouve l'épreuve de cela? L'épreuve, c'est qu'après la fin du programme élite, il y a des offres qui sont faites aux certains étudiants l'année d'après pour travailler avec nous. Ils acceptent initialement et puis ils se regrettent quelques mois après en disant qu'ils ont obtenu un travail encore meilleur, mieux payé avant leur diplomation, suite au programme élite. Alors, ils veulent donner la chance à une autre jeune personne. C'est là où on a vu des éléments qui ont le plus d'impact dans le programme. Donc, le travail, la composante intégrée, donc au travail payé. Et ça marche très fort. Et ça, c'est très bon d'inclure un tel élément très tôt dans le développement académique, universitaire ou d'emploi. La question qu'on avait, c'est est-ce qu'on est exclusivement dans la région de Toronto? J'aimerais que vous nous parliez un peu en détail de l'élément programme qui permettent de faire fonctionner cela. Donc, rapidement, oui, en ce moment, nous mettons l'accent uniquement sur la région de Toronto, la grande région de Toronto. Mais cela dit, vous pouvez aller aujourd'hui à notre site Future Build. Beaucoup de notre matériel de programme d'études, c'est en ligne, donc du programme, de la première version du programme qu'on avait. Nous filmons des vidéos et des conférences en ce moment même et nous y mettons du contenu qui permettra un programme d'études encore plus robuste et complet dès septembre. Alors, notre espoir, c'est de bâtir un modèle qui peut s'étendre à l'échelle pan-canadienne. On aimerait le faire nous-mêmes dans certains contextes,
mais on veut aussi donner aux gens la structure pour avoir leur propre cohorte et on va donner les ressources en ligne que nous offrons. Et là, les autres peuvent créer le mentorat et l'accompagnement qui peut être appliqué d'un océan à l'autre. Et ce que je dirais également, c'est que ça a beaucoup de sens de faire cela. Nous sommes basés à Toronto, c'est là où on fait le travail. Mais la réalité, c'est que le coût des terrains à Toronto, c'est absolument faramineux et ça rend la chose un peu difficile de passer au développement immobilier si on n'a pas énormément de capital. Alors, plusieurs des jeunes avec qui l'on travaille ne font pas leur premier projet au centre-ville à Toronto, mais vont des marchés secondaires, par exemple au Chute Niagara, à London, en Ontario. C'est là où le capital commence à être utilisé. Bon, où ils peuvent donc passer de cela à des projets plus importants par la suite. Donc, Future Build sera encore plus réussi à l'extérieur des grandes villes où le coût d'entrée, donc dans le développement immobilier, est plus faible que ça l'est ici où c'est tellement prohibitif dans la région de Toronto. Je vais vous parler maintenant de Future Build Next. Et j'ai appris cela en bâtissant le C-Center pour les jeunes professionnels. Et nous avons appris cela donc lorsque je travaillais à cela auparavant. Et plusieurs personnes ont dit cela, il n'y a rien pour nous dans cette ville. Cette ville, donc on fait face à la discrimination à l'école, on est donc dirigé vers certaines études et non d'autres, où la police nous regarde bizarrement lorsqu'on prend le transport en commun. Tous les espaces privés comme publics ne sont pas pour nous. Et c'est la valeur de se réunir. Nous avons un site physique à Scarborough, par exemple, où il y a des photos de jeunes sur les murs, où le personnel nous ressemble, où on est célébré, peu importe si j'ai des tatouages sur le cou, si j'ai un costard avec cravate, ou si j'ai une casquette ou non, je suis accueillie, je suis embrassée, quoi, adoptée. Et c'est là où nous voulons situer nos travaux pour les communautés qui ont été systématiquement stéréotypées et discriminées depuis 400 ans dans ce monde. Et on dit, on sait où vous êtes et c'est merveilleux et continuez à explorer et à approfondir votre parcours. Et lorsqu'on a fait notre retraite pendant la fin de semaine, nous avions le vice-président de Centraide de Toronto, donc, qui a ouvert la séance avec de la percussion. Et on a donc mis les faits qui symbolisent notre patrimoine et on a mis cela au centre de la table pour mettre cela de l'avant. On a fait ça pendant 1 heure avant même de parler d'immobilier ou de quoi que ce soit d'autre. On a voulu prendre racine dans dans notre propre patrimoine. On avait des aînés avec nous. Il y a un afrofuturiste qui était là également, qui bâtit des sculptures de chefs de file noirs partout au Canada. Et même si, donc, on voulait passer à l'immobilier, à l'industrie, on voulait avant tout célébrer le rôle, le modèle de rôle noir, l'être noir. Et on va aussi visiter, par exemple, à Halifax, Africville. On va aller à North Preston, East Preston, là-bas, pour voir l'historique des Noirs qui reviennent aux loyalistes noirs de l'époque. Alors, il s'agit aussi dans notre incubateur qui, cependant, s'adresse à différents antécédents des diverses communautés à Toronto qui ont vraiment eu du succès dans le développement immobilier, qui peuvent être des modèles pour les jeunes, qui peuvent parler de ce que ça peut vouloir dire d'être une femme racialisée sur un site de construction, où les gens vont dire mais qui êtes-vous? Mais c'est mon site à moi, par exemple. Et nous avons eu euh, développeur, donc promoteur immobilier très important qui est venu parler aussi donc à nos jeunes. Et on veut créer aussi des contenus individualisés autour des problèmes entrepreneuriaux précis et des contextes précis. Cette année, on a des guides de travail où on peut parler des sites que l'on regarde, des différentes possibilités, comment on peut faire correspondre cela. Et on amène les architectes, les planificateurs, les ingénieurs qui peuvent travailler avec ces jeunes-là et aussi sur les diverses typologies
donc du terrain. Donc, il y a des groupes de travail selon ce qu'on veut faire. Pour les ambitieux qui veulent dans 10 ans être des promoteurs immobiliers d'importance, peuvent aussi donc avoir de l'apprentissage pair à pair et des appuis par les experts. Et ça, c'est central à ce que l'on fait. Il s'agit de permettre aux jeunes d'accaparer leur place dans une industrie où on ne nous voit pas et où par exemple, de rencontrer un planificateur urbain de la ville. On a créé un partenariat avec la ville de Toronto où chaque membre du programme était ajumelé à planificateur urbain de la ville de Montréal pour donc parce que ces jeunes-là ne connaissent pas de gens, ne sont pas dans des communautés où les planificateurs urbains existent. Alors, oui, alors les planificateurs ont dit oui, oui, mais si tu as un problème après avec ton projet, tu as des difficultés avec les comités de permis urbains, venez me voir, demande-moi, pose-moi des questions et voilà comment on peut y arriver. Merci, Kofi. Il y a une question ici, et ça revient à quelque chose que je me posais aussi comme question. Les partenariats, les occasions que vous tentez de déceler pour appuyer vos programmes. Votre dernière anecdote, Kofi a bien souligné un de ces partenariats. Mais on est curieux aussi concernant de l'expérience. C'est peut-être plus pour André, mais de travailler avec des employeurs plus précisément. C'est quoi cette expérience-là? Oui, je veux bien parler de l'expérience avec les employeurs. Dans le cadre du design de notre programme, et ça, c'est intentionnel parce que on est un programme basé sur les STEM et nous voulions veiller à ce que les gens qui offrent la formation aux jeunes sont ceux qui potentiellement pourraient les engager à l'avenir, les embaucher dans le cadre de cette stratégie. Alors, et ça semble bien fonctionner, c'est qu'on a, on s'est en fait, donc, converser avec les employeurs possibles afin de leur offrir aux jeunes un internat et aussi d'avoir une idée de la qualité, de la nature du projet et que ce soit aussi, que ça corresponde à l'expérience pour un jeune au secondaire. Si l'employeur est ouvert, est-ce qu'il peut y avoir des projets qui appuient leur niveau d'éducation et leur donnent des expériences significatives? Dans d'autres cas, est-ce qu'ils peuvent être plus précis quant à la discipline nécessaire pour, par exemple, un étudiant de premier cycle universitaire concernant tel et tel programme? Alors, ça a été très positif comme expérience. Les employeurs ont été très engagés et mobilisés. Ils ont été vraiment très généreux quant à leur appui et leurs conseils. Certains ont même dit, on veut embaucher les jeunes par le programme Élite et le programme de mentorat, de coaching et de design, mais nous allons couvrir le coût des salaires afin que vous puissiez embaucher d'autres étudiants et élargir le programme. Alors, ce niveau de soutien, on l'a vécu. C'est formidable. D'autres employeurs ont utilisé le programme Élite pour faire un test des nouveaux employés potentiels lorsqu'ils complètent leur formation. Cela aussi a marché très bien. Je me rappelle d'une situation anecdotique où un employeur voulait embaucher un étudiant de premier cycle afin qu'il continue à travailler pendant qu'il faisait ses études. Il a dû dire non, je dois prendre 6 cours, donc je ne peux pas euh, continuer à travailler en même temps. Mais ça signale véritablement l'engagement des employeurs et l'intérêt de ceux-ci envers ces jeunes. Et je n'ai pas eu le sentiment que les employeurs voulaient embaucher ces jeunes parce qu'ils étaient noirs ou immigrants ou noirs et des femmes. Ils voulaient embaucher les étudiants parce qu'ils étaient bons dans le boulot qu'ils faisaient et qu'ils allaient obtenir une plus grande productivité par ces projets. Il s'agissait donc de l'ensemble des compétences et de la relation avec l'employeur qui a vraiment résulté dans la continuation de la relation avec les internes, en plus outre le programme élite. euh, et les étudiants viennent de Toronto, de Montréal, de Calgary, de Vancouver pour venir ici en raison du fait que ces étudiants voulaient travailler avec des industries précises et après, aussi souvent, retournaient chez eux
Et jusqu'ici, ça a été très positif et j'espère que ce modèle servira à d'autres par la suite. Kofi, concernant les expériences avec les employeurs ou d'autres partenariats que vous recherchez à faire maintenant et enfin, à l'avenir. Oui, l'expérience avec les employeurs, je peux vous parler. Quand j'étais à la tête d'une œuvre de bienfaisance pour le développement des travailleurs, des travailleuses. Alors, de mon expérience, il y a l'offre et la demande. Il y a tant à faire dans le développement des travailleurs quant à l'offre. Oui, on va préparer les jeunes pour réussir sur le marché du travail. C'est très bien. Il y a de très bons programmes qui s'occupent de l'offre. Mais le côté demande, le côté de l'employeur, c'est la dernière frontière parce qu'on peut former tant de jeunes, on formait tant de jeunes dans toutes sortes de domaines très différents de ceux d'André, mais bon, souvent on travaillait avec des jeunes dans des situations assez précaires, mais on pouvait former un jeune à un programme culinaire, mais lorsqu'on les mettait là, ils nous revenaient en disant, le superviseur est raciste, le travail est terrible, les conditions sont horribles. Et voilà, là, on s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas seulement de préparer nos jeunes à réussir, il fallait aussi mobiliser les employeurs ou même pour dire, voici des milieux de travail qui sont hostiles à des personnes noires. Peu importe la formation, les CV, les ateliers et aussi les soutiens sociaux, il faut que dans un certain sens, le travail soit fait à l'interne dans l'entreprise pour que ce soit accueillant quand même. Euh, et je mettrai cela comme commentaire. Et c'est quelque chose, donc, qui est important à comprendre parce que dans nos programmes, souvent, on ne travaille pas vraiment directement avec les employeurs. C'est pourquoi il devient si important de trouver les bons partenaires, trouver les bons employeurs. Bon, qui bon, non seulement s'occupe des facteurs ESG, mais aussi voit le besoin et l'importance d'accueillir davantage de jeunes noirs et font ce travail interne concernant la formation, la gestion, la performance, donc l'évaluation des performances en milieu de travail pour ceux qui y sont, afin que les jeunes puissent être accueillis et non seulement survivre, mais s'épanouir. On arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Je sais que vous avez déjà parlé de cela un tout petit peu, mais je voudrais vous demander, pour vous, quel est l'avenir de votre programme et de votre organisation? Qu'est-ce qui vous donne espoir? André, allez-y. Alors, oui, pour le programme Élite, je dirais qu'il s'agit un peu de ce que l'on fait déjà, mais je veux souligner cela encore parce que il s'agit de la mobilité ascendante socio-économique des jeunes noirs par leur parcours de carrière, par leur travail intégré au travail également, mais en partenariat avec les communautés. Il s'agit de l'industrie pour nous, des groupes gouvernementaux, des agences, et ainsi de suite. Mais l'industrie particulièrement, parce que c'est là où ça continue. On va continuer à créer des emplois pour les jeunes. On veut qu'ils travaillent, on veut qu'ils soient payés et on veut donc qu'ils puissent décider où ils vont aller après. Mais quant au pivot à venir, nous reconnaissons que nous devons passer un certain temps à bâtir le pipeline, donc le parcours davantage. Et ça, on voit que ça, c'est une lacune importante de l'écosystème canadien. Bon, alors, je suis heureux de revenir aux données de Nancy qui étaient formidables, de voir qu'on obtient quand même des résultats. On va de l'avant, on progresse au Canada. Notre pivot, notre prochaine étape, c'est de travailler avec les plus jeunes de première à neuvième année pour vraiment commencer à faire des mobilisations préliminaires de façon que ça mène et de façon à que ça puisse intéresser quelqu'un qui est en neuvième année. Et en tant qu'ingénieur mécanique, quelqu'un en première et deuxième année peut travailler à 8 heures par jour dans un camp d'été. Donc, ils doivent. Alors, je me suis fait dire non, 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 vous devez leur donner des pauses, des récréations pour qu'ils puissent revenir par la suite encore plus attentifs. Alors là, j'ai compris, il faut évidemment que nos programmes répondent aux besoins
donc démographique de nos participants. Et nos études, nos projets pilotes ont montré une mobilisation importante des parents et des étudiants de première à sixième année. 6 à 9e également étaient très intéressés, mais c'était formidable de voir des jeunes participer donc à deux semaines à un camp d'été dont on a couvert tous les coûts pour vraiment pouvoir éliminer ces obstacles financiers et de donner l'espoir, la compréhension des jeunes aux jeunes et l'espoir à l'avenir pour le domaine des STEM et pour leur permettre de passer par la suite à des carrières, que ce soit des carrières dans les STEM ou dans les métiers ou peu importe ce qu'ils cherchent à faire. Alors, ça a été des moments très enthousiasmants pour nous. Ça fait 1 an maintenant qu'on connaît cette croissance et on reconnaît l'engagement communautaire et les soutiens que l'on obtient pour amener les jeunes à nous, les enfants et les jeunes à nous et créer donc les programmes nécessaires pour que ça se passe bien. Merci, André. Kofi, vous avez quelques minutes pour conclure et par la suite, je céderai la parole à Christian. Alors, lorsqu'on parle de programmation à venir, 2 choses. D'abord, il y a des occasions incroyables d'expansion lorsqu'on parle du côté de l'immobilier plus abordable, des solutions de logement pour nos communautés noires. Les enjeux sont là et le gouvernement le sait. À Toronto, il y a 20 ans, le visage des itinérants, c'était plutôt des gens blancs, des hommes blancs, donc d'un certain âge. Maintenant, c'est de plus en plus des jeunes noirs qui se tournent vers le système des refuges. Nous avons maintenant besoin à Toronto de refuges pour adapter pour les jeunes hommes noirs et que ce soit en raison de la discrimination ou à la location de propriété ou de propriété ou d'avoir des logements plus ethnospécifiques. Les gouvernements commencent à comprendre le problème et l'argent commence à couler. Et que ce soit Toronto, la Société canadienne d'hypothèque et de logement, peu importe, en raison d'obstacles historiques, il n'y a pas nécessairement la capacité au sein des communautés noires de dire prenez 20 millions de dollars et bâtissez un bâtiment donc pour le traiter à long terme, accueillir donc les personnes âgées pour un refuge pour les jeunes. Les gouvernements voient de plus en plus l'enjeu, voient les besoins, mettent de l'argent de l'avant, mais disent qu'on ne trouve pas assez de professionnels noirs qui peuvent livrer la marchandise dans ce nouveau monde où nous avons besoin d'une réponse demain. Bon, alors comment marier nos programmes à des nouvelles occasions de financement? C'est cela qui nous intéresse en ce moment pour créer ce pipeline. Et même si une agence noire reçoit ce financement pour bâtir du logement abordable, connaissent les besoins du communautaire, ils ont des bons soutiens donc globaux, mais non pas les connaissances techniques. Comment peut-on prendre ce stationnement et y mettre un immeuble? On peut donc le gouvernement peut offrir donc de l'argent et on peut aussi aider à offrir les éléments plus techniques et culturels et donc marier cela, ces connaissances au capital parce que ça coûte beaucoup d'argent dans l'immobilier. Et je suis heureux de voir les remarques dans le chat. Et nous voulons étendre cela de manière pan-canadienne parce qu'on sait que les communautés noires vivent ces problèmes d'un océan à l'autre. Il faut donc pouvoir bâtir des entrepreneurs, développer des entrepreneurs dans nos sociétés et bâtir les capacités donc pour le logement abordable, le logement social, pour nos communautés. Il faut pouvoir avoir de l'expertise et créer des satellites partout au Canada. Et même ce réseau national, il y a un écosystème, un réseau de logements noirs au Canada. La région de Toronto a 40 de la population noire au Canada. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de capital, mais ce n'est pas toutes les meilleures occasions de développement. Et pourquoi les gens
de Toronto ne peuvent pas se tourner vers des gens de Calgary pour bâtir, parce que les autres communautés font ça, ils ne restent pas nécessairement chez eux pour bâtir. Alors, c'est créer les occasions de collaboration, c'est ça qui nous importe. On a tous les morceaux du casse-tête. Il s'agit de pouvoir les mettre ensemble et collaborer et défaire donc les cloisons qui nous séparent et afin d'agir sur une base pan-canadienne. Et c'est ce que nous espérons, c'est ce que nous voyons. Et nous voulons donc réunir des leaders noirs de Toronto, les amener à Halifax, vice-versa, et aller d'un bord à l'autre. Mais je sais que vous avez quelques offres dans le chat, Kofi, pour faire cette expansion pan-canadienne. Merci, 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 André, Kofi donc Nancy aujourd'hui. Je recède la parole à Christian. Merci à Kofi, André et Nancy de de leur présentation très puissante. J'ai quelques points que je voulais faire, mais étant donné que nous manquons un peu de temps, je suis certaine que tout le monde je suis certain que tout le monde pourra en retirer beaucoup donc d'éléments signifiants. Alors, il faut continuer cette conversation. Certaines ressources seront incluses lorsqu'on vous envoiera plus tard. Prenez un moment pour remplir le sondage très bref qui s'affichera lorsque vous quitterez le Zoom. Et suivez-nous sur les médias sociaux. Nous sommes sur Blue Sky, mais aussi sur LinkedIn. Donc, merci encore une fois de votre présence, de votre engagement et à la prochaine.